Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Il y a quelques semaines se tenait le One-to-One Monaco, le rendez-vous incontournable des acteurs du e-commerce et du retail en France. J'ai eu la chance d'y rencontrer des acteurs passionnants comme Mythic ou Wheel of Words et je vous propose une série d'épisodes enregistrés sur le salon ou plus tard en studio grâce au One-to-One Monaco. Plein d'enseignements, plein d'apprentissage. Belle écoute! Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Panier. Je suis aujourd'hui avec Inès Rekiek, qui est directrice du revenu chez Wheel of Words. Bonjour à tous, salut Laurent. Tu vas bien? Ouais, merci. On est en direct du One-to-One Monaco, qui est le premier, le plus gros salon e-commerce et retail, qui tient enfin d'ailleurs. Ça fait 2 ans qu'il n'a pas eu lieu, c'est ça, ouais. Incroyable salon qui se tient à Monaco, où on est très heureux de rencontrer plein de gens formidables comme toi, Inès. Merci. Je vous propose, chers auditeurs, on a une trentaine de minutes devant nous, de laisser Inès présenter Wheel of Words et les différentes solutions que vous offrez. Et ensuite, on va parler de content marketing. Tout à fait. D'où on vient, où on va, l'avenir des formats, les bons ingrédients pour construire son brief, que vous le fassiez en interne ou avec une agence comme Wheel of Words, par exemple. Et puis ensuite, de manière très pragmatique, vous vous lancez demain, ou alors vous vous êtes déjà lancé mais vous voulez progresser, on va parler de rythme, de fréquence, de longueur, de format, d'audience, de cible, de support, de SEO. Autant que faire se peut avec toi, Inès. Bienvenue, Inès. Merci à tous en tout cas. C'est quoi Wheel of Words? Alors Wheel of Words, c'est une solution de content marketing. On conçoit et on produit des contenus pour à peu près 150 clients en France et à l'international. Toute typologie de contenu, de l'article, de la vidéo, de l'infographie, du podcast, des livres blancs, etc. Et aujourd'hui, notre solution, elle repose sur 3 assets. Le premier étant nos 25 content stratégistes. Ils sont des chefs de projet éditoriaux qui ont vraiment une casquette, j'ai envie de dire, d'analyse, de compréhension du marché et garant de la marque. Notre deuxième asset, c'est d'avoir une plateforme de 5000 talents freelance issus de notre histoire. Donc, on a 5000 freelance qui sont en base avec leur portfolio, qui sont experts d'un secteur, d'un métier, d'un domaine, donc des podcasteurs, des infographistes, des journalistes rédacteurs, des experts du SEO. Toutes ces pépites-là qui travaillent sur les projets de nos marques, de nos clients. Et enfin, le troisième asset, c'est qu'on a développé un outil de gestion de projet, une plateforme sur laquelle il y a les freelances, nos chefs de projet, nos content stratégistes et le client qui peuvent s'affranchir des innombrables allers-retours email et calendriers éditoriaux V38, mais qui font du coup de la gestion de projet, une visibilité et de l'échange interactif sur cette plateforme. 5000 freelances. 5000 freelances. Et 150 clients. Et 150 clients en France et à l'international, pour le coup. Tu y es depuis 5 ans? J'y suis depuis 5 ans. J'ai rejoint Grégory parce que j'ai assisté à un cours qu'il donnait sur le content marketing. Et en fait, j'ai adoré le sujet, l'entrepreneur. Je bossais dans l'affiliation avant. Et je me suis dit, OK, c'est vraiment avec lui que je veux travailler là-dessus et sur ce sujet-là. Et donc, du coup, c'est comme ça que je l'ai rejoint il y a 5 ans. On faisait que de l'écrit et aujourd'hui, on fait du conseil, de l'accompagnement, différents formats. Mais du coup, c'est une société de service ou une société produit? Ou un mix des deux d'ailleurs? C'est un mix des deux. C'est une société de produits qui vient ajouter du service et du conseil et de l'accompagnement pour réaliser les objectifs marketing de ses clients. Ok. Intéressant parce que de l'affiliation vers le contenu, ouais. Il y a un chemin assez clair, mais du coup ça m'amène à une première question qui est d'où on vient sur le content, quelles sont les grandes évolutions que tu as vues ces 5 dernières années? Écoute, le contenu, le content marketing à la base, c'est très américain. Ça vient aider les forces commerciales
à l'origine à mieux performer, à être outillé, à être aidé. On parle beaucoup d'alignement sales et marketing. Donc le contenu avait vraiment cette vocation-là. Tout le reste, on appelait ça de la communication. Ça n'avait pas vocation à faire du business, à générer. Donc c'était très B2B. Aujourd'hui, c'est toujours B2B. On est arrivé bien sûr sur des nouveaux formats. Et c'est assez étonnant parce que sur les business en B2B, on est remonté en proposant des contenus qui soient plus inspirants, plus d'éducation, plus pédagogiques sur des sujets en général. Tu vois, le fait de faire un podcast, c'est d'accompagner et d'amener les gens à mieux comprendre les métiers, les usages, les bonnes pratiques. Et à l'inverse, en B2C, là, on était très brand content, communication, etc. Aujourd'hui, on a des stratégies de contenu qui vont être davantage axées sur du promotionnel, du marketing. Donc, on vient finalement, le passé, c'est d'un prisme où en B2C, c'était très comme brand et en B2B, très aider les commerciaux à mieux signer. Pour aujourd'hui, avoir un mix des deux, en fait, selon la typologie de business. Et du coup, la continuité dans les années à venir, quelle grande tendance tu vois se dessiner ? Écoute, je pense que cette dualité dont je viens de parler, elle va tendre à s'effacer. C'est-à-dire que les marques ont besoin de plus en plus de faire des contenus qui ont du sens, qui vont valoriser aussi leurs engagements RSE, qui vont accompagner le client dans sa prise de décision, dans son comparatif, dans son cycle de vie aussi. Après avoir été client, comment on fidélise les clients de par le contenu, justement. On n'est plus que sur l'acquisition. Et puis, bien évidemment, je pense que quand il y a eu un boom des différents formats, tu vois, sur les réseaux sociaux, avec toutes les apps, toutes les fonctionnalités qui sortent, tous les médiums qui peuvent exister, demain, on va tendre en fait à tous les utiliser, mais en traitant en fait d'abord une thématique versus un canal. C'est-à-dire qu'on va plus se lancer sur TikTok par exemple parce que c'est bien d'être sur TikTok. C'est plutôt on va traiter une thématique et quel canal on va utiliser pour répondre au mieux, pour mieux traiter cette thématique-là et toucher au mieux nos cibles. Est-ce qu'on s'éloigne du produit pour donner plus de sens et plus de fond ? C'est une bonne question, je ne pense pas. Je pense que en fait aujourd'hui le produit en tant que tel ne suffit plus. Le produit vient avec son positionnement, la perception qu'on va avoir de la marque par rapport à son produit, à comment il est utilisé. Tu vois, aujourd'hui, on se pose la question de est-ce qu'il est utilisable dans le temps ? Est-ce que c'est quelque chose que je vais jeter dans 2 ans ou au contraire que je vais réutiliser, que je vais pouvoir garder ? Ça fait sens. Et donc, non, ce n'est pas que produit aujourd'hui. Au contraire. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut vraiment, dans son contenu, retranscrire les valeurs qu'on incarne dans le développement de son produit. Et dans son produit, il faut être dans des valeurs. Oui, et en même temps, pas oublier le client. C'est la grande difficulté, c'est de parler de soi, mais ne pas oublier que c'est le client en premier, si tu veux. C'est comment finalement, éditorialement, par éditorial, je veux dire quels mots ou quelles images on utilise pour insuffler son positionnement, sa vision, valoriser ses produits, mais toujours en parlant des bénéfices clients et des usages clients. C'est ce qu'on dit souvent sur le panier, effectivement, c'est toujours se mettre à la place du client et apporter quelque chose de fort. Est-ce que j'ouvrirai ce mail ou est-ce que je likerai cette publication ? L'enjeu pour les e-commerçants aussi, c'est la multiplication des canaux dont tu parlais à l'instant, non ? Tout à fait. Avant, il était hyper facile il était pas facile. Mais on avait cette mauvaise pratique de dire on prend un contenu et puis on le copie-colle d'un contenu d'un support à l'autre. C'est plus le cas aujourd'hui. Non, c'est même tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est tout ce qui est sanctionnable d'ailleurs par nos chers moteurs de recherche. Mais d'un côté, j'ai envie de dire, ils ont bien raison. L'objectif, justement, c'est Google presque nous oblige à ne pas être feignant. Google nous oblige à être exhaustif, à devoir multiplier les prises de parole différenciantes avec des angles et des prismes de vue différents. Donc non, aujourd'hui, il faut bien évidemment utiliser plusieurs canaux, plusieurs leviers à notre disposition qui sont faits pour apporter du trafic, convertir, mieux engager, etc. Mais tout en prenant en compte le fait qu'à chaque fois, c'est un objectif différent, qu'il faut l'utiliser différemment. Et ça, c'est une contrainte, parce que ça demande aux entreprises de s'organiser, d'avoir les gens pour, les ressources financières aussi. Ok.
Quand vous prenez un brief client, la question, enfin là où je veux aller, c'est si j'écris mon brief en tant que jeune startup e-commerce ou d'ailleurs startup un peu avancée mais qui a pris, on discutait, je vais pas donner son nom parce qu'ils ont ils ont fait une keynote au one-to-one, mais on était dans le taxi avec le fondateur de cette belle boîte énorme, 500 personnes, plusieurs centaines de millions levés, et qui disait qu'en fait ils sont arrivés jusque là sans même se poser la question de leur brief, de leur approche content justement et communication. Donc que je sois tout jeune débutant ou déjà plus avancé, c'est quoi les ingrédients d'un bon brief pour un brief content marketing? Écoute, les éléments d'un bon brief, et je pense que tu vois qu'il soit content ou quel que soit le brief, c'est toujours de venir contextualiser la demande, l'envie, l'objectif, contextualiser où est-ce qu'on en est, définir l'enjeu. De l'enjeu découlent des objectifs. Des objectifs vont découler des problématiques. On a l'objectif de faire X 1000 euros de CA. Et donc, comme problématique, c'est comment on y arrive de par notre site internet, par exemple. Donc, objectif, problématique. Et ensuite, idéalement, quelle solution on aimerait mettre en place. Donc, ça peut, si on parle d'un brief créatif ou content marketing, ça peut être, par exemple, et j'ai envie de produire un livre blanc. Et j'ai envie de dire, si ça, c'est bien défini, ça suffit pour un bon partenaire de faire le site. Il n'y a plus besoin à ce moment-là, si la partie analyse et direction et vision est claire, alors un bon partenaire saura définir s'il faut 10 ou 15 pages, 3 ou 8 interviews, etc. Parce que c'est son métier en fait. Donc moi je dirais que d'ailleurs les marques foncent vers une volumétrie, une typologie de format, quelque chose de très détaillé, alors que ça c'est presque le job du partenaire, de l'agence, tu vois, versus en fait être très clair au-dessus. C'est pourquoi on veut le faire, quel contexte on doit prendre en compte, quelles contraintes et quelles exigences on doit prendre en compte pour que ce soit clair dans la vision en fait. Tu fais participer toute la société, différentes strates, le produit, le marketing, le plus direction. Possible, c'est sûr. Je dirais qu'il faut sur un brief toutes les parties prenantes. Nous, on aime bien faire des racis. C'est pas sexy, hein. Mais le racis, c'est la vie. Exactement. Pardon, chers auditeurs, le RACI, c'est une sorte de matrice qui définit dans un projet qui est responsable, qui est accountable, donc qui est sur quel doigt on tape à la fin, qui est c'est consulter. Exactement. Et le I, c'est informer de l'avancée du projet. Donc le RACI dans tout projet, en gros, c'est qui décide et qui on met en copie. C'est ça. Si je peux dire ça comme ça. Et qui travaille. Ouais, exactement. Non mais voilà, dans un projet et dans un bon brief, il faut un beau contexte et un bon RACI. C'est très important. Chers auditeurs, le contexte, connaître ses enjeux et ses contraintes, bien définir ses objectifs, et du coup des objectifs découlent la problématique ou les problématiques qu'on aborde et la manière dont on les aborde. Faites participer les différentes strates ou niveaux ou intervenants d'ailleurs dans votre entreprise. N'oubliez pas vos free. Quand on est jeune, très souvent on est une équipe assez agile et ok. Ou même vos précédents partenaires. Faites-les collaborer. Tu vois, je donnais une keynote hier sur la Content Factory social media de Orange, avec qui on travaille depuis 2 ans et demi. Et je disais justement, à l'élaboration de votre brief, il faut mettre dans la boucle votre agence, votre précédente agence, s'il le faut, vos collaborateurs, vos alternants, etc. Et quid de ton utilisateur ? Ça vous arrive de les faire participer ? Ouais, c'est encore mieux. Ça nous est arrivé quand on a refondu notre site internet et You Love Words, ouais. Quand pour le compte de You Love Words en tant que marque, on a fait une refonte de notre site internet. Pour le coup, on a t'as joué le client mystère presque. Interviewé 5 de nos clients en essayant de bien comprendre les mots que eux utilisaient pour pouvoir nous les réutiliser, parce qu'on s'est dit que c'est comme ça qu'on allait toucher les meilleures cibles. Évidemment, si tu adaptes ton discours à celui de tes utilisateurs finaux. Ok. Le brief, l'évolution des formats et du coup le besoin de s'adapter à ces différents formats qu'on a abordé au début de cet entretien. Ensuite, il y a la diffusion, parce qu'un bon contenu, mais que personne ne lit ou ne voit ou n'écoute, ça sert à rien. C'est vrai. Ça doit vraiment être pensé en amont. En fait, tu vois, c'est dans cette partie où on se parlait du début du brief, mais quand on parle de l'objectif et de la problématique, on a soit une cible, par exemple, ou une audience qu'on veut viser, ou une opération à communiquer. Et c'est à ce moment-là qu'on doit déjà penser sur où est-ce que ça va être relayé. Parce que le où est-ce que ça va être relayé, va définir du coup quand même nos formats.
Si on a envie de faire une opération pour toucher des millennials lorsqu'on est un e-commerçant, on va privilégier vraisemblablement les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est large, donc on va essayer de se dire que si on en choisit 3, Instagram, TikTok et Facebook par exemple, il va falloir utiliser des formats différents et donc produire du contenu qui est adaptable au format de ces plateformes-là. Et on ne communique pas de la même manière sur Instagram que sur TikTok. Et d'ailleurs, si on fait de la même manière, on fait un flop généralement. Donc, je recommande vraiment de penser les canaux en amont. Et ensuite, bien sûr que si on a bien identifié le bon format avec le bon canal, ne pas hésiter à venir sponsoriser un peu, aider à la visibilité pour que ça fonctionne. Le coup de boost au démarrage pour lancer la machine, quoi. Oui, ou même en cours de route, mais c'est plus un bon contenu fonctionnera 10 fois plus s'il est sponsorisé derrière qu'un contenu mauvais sur lequel on va investir, tu vois. Ça existe encore les buzz, le viral, sans sponsor? Ça existe encore, c'est quand tu sais des personnes complètement inconnues arrivent tout d'un coup et font des millions de vues sur une chorégraphie ou sur un truc comme ça. Les marques quand même. Pour les marques, c'est compliqué, quoi. Ouais. T'as parlé de TikTok, tu as des exemples de belles, alors je vais pas dire campagnes justement, mais de belles strates que vous avez mises en place et qui marchent, et peut-être les ingrédients pour... Écoute, je pense que... Alors, plusieurs façons de répondre, mais je dirais, tu vois, sur notre accompagnement pour Orange, on avait décidé que Instagram, donc je vais revenir sur TikTok, mais Instagram allait être le laboratoire d'idées, de concepts créatifs, de formats, et en fait qu'on allait tester les choses sur Instagram pour voir comment ça fonctionne, et ensuite potentiellement le remettre sur TikTok. Mais si on parle de TikTok, on a assez peu d'accompagnement aujourd'hui pour le coup sur TikTok. J'adore ce que fait Merci Andy, par exemple, s'est vraiment approprié les codes et les usages de TikTok pour en faire des défis, mettre en plus ses collaborateurs au centre des vidéos et disposer ses produits finalement dans des jeux et dans des musiques assez folles. Mais j'ai entendu parler, tu vois, de KPMG qui se lance sur TikTok. KPMG sur TikTok. Alors KPMG, chers auditeurs, vous connaissez évidemment tous. Si vous ne connaissez pas, cabinet d'audit et de conseil. Ouais. Ils vont se lancer sur TikTok pour le recrutement des alternants. Ça a du sens, ouais, évidemment. Complètement. Mais ça, c'est un parfait exemple de j'utilise, on verra comment ça va fonctionner, tu vois, mais j'utilise un réseau social et une typologie de format pour une cible donnée. Il y a ce risque toujours un peu de gênance. Alors, c'était une grande marque de distribution qui a fait ça il y a quelques mois, mais une grosse opération TikTok, où vraiment c'était un peu gênant, quoi. Et je me suis dit, ils veulent toucher du jeune, ça puait à plein nez. En revanche, il y a La Redoute qui fait des belles choses sur TikTok et qui a fait un challenge TikTok l'année dernière. Super épisode d'ailleurs du panier, chers auditeurs, je vous le recommande. On en a parlé lors de cet épisode. Tu as des conseils pour se lancer sur TikTok? Surtout que TikTok, pardon, le fond de ma question est le suivant, c'est que TikTok va, je pense, pousser très très fort. Le fait déjà d'ailleurs sur le e-com. Va certainement, si ce n'est pas déjà le cas, dépasser en audience pas mal d'autres réseaux. Est-ce que tu as des conseils? En fait, le premier, le plus important, je pense, c'est le pourquoi. Pourquoi on veut y aller. Parce que si la réponse est parce que tout le monde y est, ou parce que ça marche, c'est pas la bonne réponse. Évidemment. Donc pourquoi on veut y aller? C'est TikTok aujourd'hui, il y a quand même une forme, il y a une certaine cible, une audience particulière. Donc il faut déjà se poser la question si son produit, son service, sa stratégie cible ces personnes qui sont sur TikTok. Si c'est pas le cas, faut pas y aller. Donc une fois que j'ai défini que ma cible, oui, elle se trouvait sur TikTok, comment je fais? Bien, soit j'approche TikTok qui a énormément de données qui sont partagées par les utilisateurs et qui seront ravis de les partager avec les marques et les annonceurs pour le coup, ce qui est bien normal. Soit je passe par des agences ultra spécialisées sur du snack content ou sur TikTok qui capitalisent bien. Je pense aujourd'hui que les acteurs généralistes ou les grosses agences ne maîtrisent pas encore très très bien ces codes-là. Je ne recommanderais pas d'ailleurs les marques travailler avec You Love Words spécifiquement pour TikTok. Je recommanderais de travailler avec nous sur une stratégie de content marketing qui pourrait englober TikTok. Mais si on a vraiment envie d'y aller parce qu'on sent qu'il y a un business marché avec notre cible qui est présente, à ce stade aujourd'hui, pour ne pas faire de flop ou pour ne pas être à côté de la plaque, je dirais qu'il faut se rapprocher de gens spécialisés.
Hyper intéressant. Un autre point que j'aimerais aborder, puis ensuite on ira sur d'autres questions, mais le SEO reste un formidable moyen de driver du trafic. C'est en plus des contenus qui sont en général evergreen, donc que vous les écrivez aujourd'hui sont valables encore dans un an. Ça met du temps à venir. Quelle est votre approche du SEO? Parce que écrire un bon article versus écrire un bon article optimisé SEO, c'est pas du tout la même chose. C'est tout à fait vrai. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, pour toutes les industries en B2B, mais en B2C également, le SEO content, c'est le levier sur lequel tu prends le moins de risques par rapport à tes investissements. C'est juste que les résultats ne sont pas immédiats. Et ça, du coup, c'est la magie du paid et de tout ce que tu vas sponsoriser. Mais un bon contenu, aujourd'hui, tous les résultats sur la première page de Google, c'est minimum 2000 mots. C'est minimum 2000 mots. Donc, tu dois faire des contenus exhaustifs. Tu dois proposer des contenus qui sont autour d'un sujet générique et qui vont venir mailler, si je puis dire, qui vont venir apporter des solutions autour des intentions de recherche. Et donc, il faut produire du contenu autour de ces intentions de recherche. Si je te donne un exemple, on va dire très concret, tu as Vinci Immobilier, qui est un de nos super clients depuis maintenant 2 ans et demi, qui va travailler sur Vinci Immobilier Promotion, donc constructeur, promoteur, qui va travailler sur tous les sujets qui ont préempté un sujet, la loi Pinel, investissement. Là, on a fait un dossier sur la loi Pinel de 3000 mots. On prend des experts qui comprennent déjà le mécanisme, ce que ça va apporter, etc. Et ensuite, on a une deuxième personne qui va faire toute la surcouche SEO pour bien utiliser les bons mots-clés dans le contenu. Et autour de cette page pilier SEO, on va venir créer du contenu qui va être amené et sortant de la page pilier. Ça, c'est une stratégie evergreen. Il suffit de faire une bonne mise à jour du contenu une fois par an, et encore, je dis une fois par an s'il y a des dates légales ou des choses comme ça qui doivent être mises à jour. Mais vous pouvez être sûr que l'investissement entre le paid et son propre contenu, pour moi, c'est de l'ordre de 80-20%. On doit mettre 80% de son investissement dans du contenu SEO qui sera evergreen et venir le booster avec 20% de paid. Hyper intéressant, 80-20. Belle règle à respecter. Sur les mises à jour, ça compte ? Ouais, hyper important. Pour s'assurer des contenus evergreen. Alors, j'ajoute une particularité, c'est beaucoup plus important pour des secteurs type assurance, banque, santé, immobilier, des secteurs qui sont régis par le légal, qui vont avoir des contraintes juridiques un peu plus fortes. Pour autant, toute typologie de secteur a besoin de mettre à jour son contenu. Mais spécificité sur ces industries-là. Ok. Mise à jour pour respecter évidemment une actualité sur le sujet traité, mais aussi dates, sur les sources. Tu vois. Aussi sur l'algo de Google. Aussi. Alors, ça, le truc, c'est qu'on ne sait jamais quand il est mis à jour et puis on ne sait pas ce qui a été mis à jour. Enfin, on connaît les grandes tendances, mais donc c'est important en tout cas, les gens qui sont spécialisés dans le SEO, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui ils savent globalement lorsqu'il y a une mise à jour a été faite, quels sont ce qu'il faut optimiser, peut-être ajouter un peu plus d'aération, de contenu, mais Google ne voit pas les images, donc c'est important de faire du texte, très important pour être référencé. Et je me permets de rajouter aussi de bien taguer. Alors souvent c'est un truc qu'on oublie, mais taguer ces images. Donc oui, les alt, les titres et ainsi de suite. Tu as raison. Ouais. SEO, social media, un autre sujet qui est intéressant d'aborder et en plus que vous couvrez avec You Love Words, c'est la partie embasement ou lead nurturing, livre blanc, partage de. Est-ce que tu as des conseils sur le sujet ? Oui, bien sûr. Le sujet de la stratégie inbound. C'est donc comment faire venir ses clients à soi en leur offrant du contenu ou d'échanger du contenu expert gratuitement contre une adresse email ou en tout cas une donnée. Et donc, ça, c'est les joies du salon en live. Du live. Exactement. Du salon. Ce que je préconise pour toute marque dans le B2B, les prestataires qui sont aujourd'hui présents, tu vois, au one-to-one ou les boîtes en SaaS ou en IT, c'est de mettre en place une stratégie inbound et la base, c'est de commencer par un livre blanc. Un livre blanc, c'est un format qui te permet de couvrir ton sujet, ton domaine d'expertise. Notre premier contenu, ça a été le livre blanc du content marketing. Il ne faut pas chercher plus loin. Et à partir de ce livre blanc, tu as à l'intérieur, normalement, un édito, le sujet qui est couvert de façon exhaustive, des chiffres clés, des interviews de tes clients,
des use cases où tu viens mettre en avant finalement des succès de la part de tes clients. Tu peux interroger tes partenaires, tu peux interroger des médias sur le sujet. Et c'est un formidable contenu parce qu'il est extrêmement générateur de leads. C'est assez facile en plus à diffuser derrière sur des médias partenaires. Et surtout, tu peux réutiliser tout le contenu que tu as produit à l'intérieur pour être diffusé de façon séquencée dans des newsletters, etc. Un livre blanc, c'est à peu près finalement 20 contenus découpés. Un livre blanc, ça fait peur. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Donc une vingtaine de pages, des interviews, une présentation de ta société, j'imagine, des conseils, toujours se mettre à la place du destinataire. Il faut que ce soit enrichissant pour lui. Donc des conseils sur vos produits ou votre industrie. Comment mettre en place, être très pragmatique finalement, ce que tu offres dans ton podcast. Quelque part, une marque doit aussi être capable de l'offrir dans son livre blanc en expliquant concrètement comment on fait les choses. Dans le livre blanc du content marketing qu'on a fait, par exemple, c'est vraiment comment on met en place sa content factory en interne, en externe, quel format, pour quels objectifs. Enfin, il faut outiller le client. Absolument. Génial. Aligné. Une dernière question, puis ensuite je te demanderai de définir ce que c'est une content factory parce que tu l'as abordé plusieurs fois, mais une question qu'on se pose souvent sur le panier avec mes invités, c'est faut-il incarner ou non sa marque et ses sujets? Il y a de très bons exemples dans les deux cas. Est-ce que tu as un avis sur la question? Est-ce qu'il y a une tendance? Est-ce qu'il y a des... si je me pose la question, moi en tant que e-commerçant, quelle question me poser pour y répondre? En effet, c'est une bonne question. Est-ce que ma question est claire, pardon? Ouais. Non, en fait, on voit beaucoup cette incarnation dans les DNVB ou dans les marques en tout cas qui vont avoir un monoproduit ou on va dire un marché, je dirais pas une niche mais très particulier, donc les matelas, les bijoux, la mode grande taille, on a le cas avec Almé. En fait, je pense que ça fait sens parce que ces marques-là ont misé énormément sur l'importance de la fabrication de leurs produits, de leurs engagements aussi sociétaux, environnementaux, etc. Donc ils le portent parce que ces engagements-là, on a besoin qu'ils soient incarnés. D'ailleurs, on le voit bien que quand c'est une grande marque qui dit à quel point elle fait des choses formidables pour l'environnement, d'ailleurs on a un peu du mal. On est un peu encore réticent parce qu'on trouve que c'est pas assez incarné. On se dit ouais, c'est facile, c'est la marque, elle a briefé son agence. C'est le marketing ou la com. Ouais. Exactement. Donc sur les plus petites marques et qui sont incarnées, notamment qui ont pris ce virage-là et ce positionnement un peu engagé, RSE, pourquoi je le fais, comment je le fais, etc. Ça fait sens. Mais pour un e-commerçant qui a 15 000 références et qui cartonne, je pense que c'est compliqué. Je pense que c'est compliqué parce que d'ailleurs, quelque part, on doit tendre, ça va peut-être être bizarre ce que je dis, mais l'organisation doit supplanter les personnes. Une organisation et une entreprise qui fonctionne, c'est celle qui arrive à supplanter les personnes. Tu vois, quand le PDG de Volkswagen démissionne, heureusement que c'était pas lui qui incarnait tout, parce que sinon, tu vois, ça va être compliqué. Oui, et en plus, tu as un risque quand tu incarnes que si tu as un backlash pour une raison ou une autre, ça devient très personnel. Parfois indépendant de ta volonté. Et parfois indépendant de ta volonté, tu as raison. Top. Pour finir, je me lance et je veux mettre en place une Content Factory. Qu'est-ce que c'est une Content Factory ? Une Content Factory, c'est une stratégie de production volumique des contenus dans un objectif marketing. Ok. Et comment est-ce que je fais ça ? Comment est-ce que je mets ça en place ? Alors, de la même manière, comment est-ce que je fais ? Je me pose la question de l'objectif que je veux atteindre. Donc, faire plus de chiffre d'affaires, acquérir plus de trafic sur mon site, etc. Je définis les formats et les sujets que je vais utiliser pour atteindre mes objectifs. Donc, je vais préempter différents sujets, territoires d'expression par le biais de différents formats. Donc, je fais une stratégie éditoriale. Je pose le cadre de ce que je vais dire, comment je vais le dire, à quelle fréquence je vais le dire. Un petit benchmark, j'imagine. Bien sûr, auditer ce qui a été fait, benchmarker concurrents, pas que, aussi acteurs inspirants, concurrents indirects, super important. Et je pose le fameux, et vous pouvez aller voir sur notre blog, pour le coup, on met des templates de calendrier éditorial. Je pose mon calendrier éditorial. C'est un peu le document clé, si je puis dire, avec la charte, qui nous permet finalement de suivre. Et le calendrier éditorial, c'est comme votre agenda personnel sur lequel vous savez qu'il faut aller faire les courses, partir en vacances ou quoi que ce soit. Là, vous savez que vous devez produire à telle date, livrer à telle date, et que vous le fassiez en interne au début, en externe totalement ou un peu des deux,
C'est-à-dire que vous avez internalisé votre production de contenu, mais quand vous avez des coups d'accélération, vous avez besoin d'un partenaire fort à vos côtés pour suivre cette accélération-là. Et puis c'est quelqu'un qui va être garant de vos deadlines en fait. Parce que la principale problématique, et je pense que tu le vois aussi de ton côté chez Cosa Vostra, c'est comment on fait pour tenir ce calendrier éditorial, pour que ça ne glisse pas, pour que ces deadlines, elles tiennent. Donc voilà. Et il faut qu'il soit aussi calibré pour mes moyens de production si je le fais en interne ou si je le fais avec une agence en externe comme vous par exemple. Pensez aux marronniers, c'est ces choses qui reviennent régulièrement. Pensez au lancement produit. Et puis gardez-vous, je pense que c'est important, mais il faut se garder de la place aussi pour les temps forts et les imprévus qui peuvent arriver. Faut reprendre, si je parle d'un e-commerçant, on reprend le plan d'action commerciale de l'année. Absolument. Et en fait, on va autour de ce plan-là élaborer le calendrier éditorial et le plan de contenu. Formidable. Inès, merci infiniment. Merci. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour finir ? Que j'étais ravie de faire ce podcast avec toi, que j'espère avoir apporté des outils et des solutions, et que si vous souhaitez en tout cas être interrogé, vous interroger sur le content marketing, n'hésitez pas à nous écrire. Inès Rekirek de youlovewords.com, allez télécharger leur livre blanc. Inès, merci infiniment pour ton temps. Merci à vous tous. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@cosavostra.com. À bientôt.